Voilà, on m'entend bien? Bien. Je serai rapide, promis. Tout à l'heure, j'ai fait une petite introduction, on ne va pas tarder à démarrer cette fois-ci, vous êtes presque tous là. On y va, on y va, on y va. Simplement. Voilà, ce soir, dernière date du Festival des Entretiens d'été, j'ai l'honneur, le plaisir de recevoir un journaliste, un écrivain, que vous connaissez tous. Je vais l'appeler tout de suite. Éric Zemmour, s'il vous plaît. Merci à vous d'être venus d'abord, nombreux, aussi nombreux, et merci pour cet accueil aussi chaleureux. À tout de suite. Bien. Alors on nous dit, les journalistes, ouais, on va les laisser quelques instants quand ils travaillent. Vous êtes tous rentrés d'abord? Alors, pas tout à fait. Oui, ça y est? Tout à fait. Pas tout à fait. Ah, parce que sinon, on attend les derniers. Hein. Alors, pas tout à fait, mais on va démarrer. Bien, je le disais, vous êtes présents dans le cadre du Festival des Entretiens d'été. C'est la deuxième fois que vous venez dans le Var, à mon invitation, Éric Zemmour. La première fois, c'était assis sur les plages et on avait parlé de destin français. Je me souviens très très bien. Deuxième fois, donc, à Toulon, dans ce cadre-là. Je le disais, festival littéraire, vous avez sorti un livre, donc c'est tout à fait normal de vous recevoir. Ma première question, alors, juste un petit rappel. Vos débuts au quotidien de Paris, c'était en 1986, puis il y a eu le Figaro, 96, et à partir, je crois, de 2010, une chronique dans le Figaro jusqu'en 2021, et on sait que vous avez quitté le Figaro pour faire la promotion de votre livre. Et puis, il y a eu, entre-temps, quand même, des émissions de télé, ça se dispute. Il y a Zemmour et Nolo. Je rappelle qu'Éric Nolo, nous l'avons reçu en début de festival au mois de juillet dernier. Zemmour et Nolo. Et puis aussi, On n'est pas couché, qui vous a un peu aussi révélé au grand public, en grande partie. L'actualité. C'est news. Et puis c'est news, bien sûr, face à l'info. Alors, on a démarré en retard, mais si à chaque fois qu'il faut que tu le fasses, on n'y arrivera pas. Il est jaloux, il est jaloux. Non, c'est bon, je regarde. Merci Eric. Non, alors, on y va. Il y a eu ces news. Et on va parler de tout ça parce qu'il y a eu ces news. Il y a eu d'autres émissions, et là, il n'y a plus grand-chose. Alors, pour une raison simple, c'est que vous êtes là, il n'y a plus grand-chose. Il y a beaucoup, c'est pas ça, mais toute une journée avec votre livre. Traditionnellement, dans notre festival, les entretiens d'été, nous recevons quelqu'un qui a écrit un livre et vous avez une actualité importante. La France n'a pas dit son dernier mot, édité chez Rubin Pré, vous connaissez bien, puisque vous en êtes éditeur. Bien obligé. Voilà. Et ma première question, c'est important, on vous a vu dans la presse cet été passer vos vacances dans le Var. Alors, déjà, vos vacances dans le Var, et puis vous revenez à Toulon. Alors, je rappelle que je vous ai invité au mois d'août, je vous ai lancé une invitation que vous avez acceptée, je vous en remercie. Qu'est-ce qui se passe avec Toulon et le Var? Moi, j'aime le Var. Alors, j'ai d'abord une vision de plaisancier, de touriste. J'aime les magnifiques paysages, les plages, comme tout le monde, la douceur de vivre, le fait que le Var a été beaucoup moins touché par la bétonisation que bien d'autres coins touristiques et balnéaires. Et vraiment, ça c'est la douceur du climat, etc. Tout ça est évident. Et tout ça fait que je reviens tous les ans dans le Var, passer une vacances. Enfin, pas loin. Mais enfin, le Toulon, ce n'est pas que les vacances. C'est aussi
des moments historiques assez décisifs dans l'histoire de France et qui, moi, me parlent particulièrement. C'est évidemment les grands débuts d'un petit jeune homme qui parle mal le français et que tout le monde moque l'accent, et qui s'appelle Napoléon Bonaparte, et qui va ici repousser les Anglais en 1785. Et puis vous avez aussi un haut fait d'armes aussi en 1944, c'est ici que vraiment se décide le débarquement de Provence, et avec les Français qui prennent une part essentielle, décisive au débarquement. Alors comme c'était, si vous voulez, on avait une armée vaincue en 40, c'était très important pour le symbole, pour le moral, pour l'image de la France, et pour permettre au général de Gaulle d'exiger certaines choses des alliés qui ne voulaient rien lui donner. Ça a été très important que Toulon voilà, soit ce moment décisif dans le débarquement en 1944. Et puis Toulon, c'est évidemment la Méditerranée, c'est évidemment la marine de guerre. C'est très important. Vous savez, Michelet dit la France n'a pas de chance avec la mer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en mer, il y a des contre-performances. Il y a évidemment Trafalgar, mais il y a aussi d'autres défaites. Et pourtant, tous nos grands rois, tous nos empereurs ont essayé de développer une marine de guerre à la hauteur de la grande rivale anglaise. Et Toulon était le centre de ça. Vous savez, Napoléon, un bon romain qu'il était, disait la Méditerranée, c'est Mare Nostrum, c'est-à-dire que ça devait être la mer française. Et donc Toulon était vraiment le pôle majeur dans cette stratégie d'hégémonie européenne. Et puis, c'est évidemment plus récemment les industries navales. Oui. Et d'ailleurs, d'actualité, je crois qu'on va en parler après avec l'Amérique, cette énorme déception. Ah oui, non, vraiment, il faut en parler vraiment parce que c'est un moment très important et très absolument déterminant dans ce qui se passe aujourd'hui. Donc, Toulon, voilà, c'est cela. Et je voudrais dire aussi, et là c'est un souvenir plus personnel, quand vous avez dit que j'avais commencé dans les années 80 au quotidien de Paris, le Var et Toulon, c'est le début de la prise de conscience de la gravité de l'invasion migratoire. C'est-à-dire que c'est dans les années 80 que certains députés, que les Parisiens et que les élus centristes moquaient en les traitant de macaroni, c'est là, ici, dans le Var, que les premiers députés, en général on les appelait les Républicains, ils étaient avec François Léotard, qui a bien changé depuis malheureusement, ont compris qu'il y avait un grave danger, que cette vague migratoire n'était pas comme les précédentes, qu'il n'y avait plus d'assimilation et que c'était très important de vous faire comprendre à Paris qui refusait de le comprendre. Et je crois qu'il y a une très forte population pied noir ici, ou enfants de pied noir, et vous savez, évidemment, je me sens proche d'eux parce que je suis un des leurs. Mes parents sont nés en Algérie, ma mère est née à Sétif. J'ai parfois des gens qui viennent me voir quand je suis dans le bar et qui me disent en signant mon livre, mais vous savez, j'ai connu votre mère, elle était très jolie quand elle était jeune et tout. C'est absolument extraordinaire. Et je pense que les pieds noirs ont une sensibilité particulière. C'est-à-dire que les pieds noirs ont vécu en Algérie pendant 130 ans et ils savent exactement ce que c'est que les relations avec ce monde maghrébin, arabo-musulman. Vous savez, moi je dis toujours, je crois aux inconscients collectifs. Et donc je pense que les pieds noirs ont compris avant tout le monde l'avenir, notre avenir et l'avenir de la France dans cette situation très particulière. Alors, vous parlez à un petit-fils et un fils de pied noir. Voilà, je crois qu'il y en a un certain nombre ici, et je vous comprends. Parlons vous êtes rentré déjà dans le vif du sujet, d'un sujet qui est très présent dans le livre et vous en parlez beaucoup dans les médias. Parlons un peu de l'actualité récente, qui est ce choix du CSA, parce qu'on va moins vous voir, on vous voit même peut-être plus d'ailleurs depuis que le CSA a choisi de... Je suis désolé. Voilà. Comment est-ce que vous avez pris cette nouvelle, effectivement, dans le CSA Vous savez, je vais vous faire une révélation. Depuis des mois, je dis bien, donc avant les vacances, on me dit, sous guise de confidence, tu sais, j'ai des informations
Le CSA fait tout pour arrêter l'émission, pour te faire taire. Ils cherchent, ils notent tout ce que tu dis, ils établissent des rapports, etc. Ça travaille, mais ça travaille, ça n'arrête pas de travailler. J'ai le privilège de faire travailler une administration comme le CSA. Et je ne voulais pas y croire. Je ne voulais pas y croire parce que, en fait, il y a une part d'ingénuité en moi. C'est-à-dire que je ne... vous savez, je pense que les hommes sont méchants, mais quand on le voit de près, ça vous fait toujours quelque chose. Et donc je n'y croyais pas. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Le patron du CSA, en mai-juin, sous la pression déjà des médias, des journalistes de France Inter, des politiques, des élus En Marche, voulait absolument me désigner comme une personnalité politique pour que mon temps soit décompté. Vous avez bien compris que pour que mon temps soit décompté, ça veut dire qu'il soit limité, puisque à partir de mon décompte, la chaîne devrait donner le même temps à tous les autres partis politiques, comme si j'étais un parti politique à moi tout seul. Roch-Olivier Maistre, le patron donc, du CSA, qui connaît bien la loi, puisque mon ami Philippe de Villiers m'a expliqué qu'il était son directeur de cabinet quand en 1986, Philippe de Villiers avait porté cette loi, créant le CSA, etc. Donc Roch-Olivier de Maistre avait dit on ne peut pas le désigner comme personnalité politique, on ne peut pas comptabiliser son temps parce que tout simplement c'est contraire à la loi. Et puis vous voyez, les vacances sont passées. Apparemment pendant les vacances, ils ont trouvé qu'il fallait vraiment en finir, ils ont trouvé un moyen, et M. Roch-Olivier Maistre est venu en septembre me dire que en fait, finalement, c'était pas vraiment, ça ne correspondait pas à la loi, mais ça fait rien. Il fallait quand même me considérer comme une personnalité politique et donc décompter mon temps. Et à partir de là, évidemment, il est arrivé ce que le CSA voulait, c'est-à-dire que CNews m'a dit mais on ne peut plus, non possumus, on ne peut pas te garder, moi je parle à peu près sur 1 heure d'émission, je parle à peu près 40 minutes, on ne peut pas donner 40 minutes comme ça à tout le monde. Et l'amusant, si j'ose dire, l'ironie plutôt, c'est que, vous avez vu, je me suis arrêté quelques jours après, il y avait cette prétendue comique de France Inter, Charline, qui m'a affublé de moustache hitlérienne. Alors ça, vous voyez, c'est pas décompté. Ça, c'est pas de la politique. Ça, c'est de l'humour. Est-ce que vous pensez que c'est le rôle d'un journaliste? Attendez, est-ce que c'est le rôle d'un journaliste, effectivement, qui n'est pas... Enfin, c'est un journaliste humoriste? J'en sais rien, je ne sais pas si elle a des peu importe. Est-ce que c'est son rôle d'intervenir de cette manière-là? Est-ce que ça peut être considéré comme... Moi, évidemment que c'est pas de l'humour, on le sait. Mais on le sait, mais tous les gens qui sont ici savent que depuis des années, les soi-disant comiques, en particulier sur France Inter, ne sont pas des comiques, mais des agents de contrôle politique. Tout le monde le sait. C'est une évidence. D'ailleurs, ils ne sont pas drôles. Ils ne sont pas drôles parce que c'est les chiens de garde de l'idéologie dominante. Donc ils ne peuvent pas être drôles. Mais en revanche, eux, leur temps n'est pas compté. Je pense qu'il faut en finir avec cette hypocrisie. Vous savez, je voyais quelques jours avant cette Charline, il y avait un aéropage d'éditorialistes qui vitupéraient contre moi, qui disaient que j'étais pire que Jean-Marie Le Pen, que j'étais pire qu'Hitler, que j'étais pire que... On se demande quoi. Le diable peut-être. Ça aussi, leur temps n'était pas décompté. Il faut en finir avec cette hypocrisie du service public. Je pense que, et je le dis depuis longtemps, je l'avais dit, apparemment il y a beaucoup de gens qui me regardaient sur CNews, je l'ai dit il y a plus de 6 mois sur l'antenne de CNews. Voilà, il faudrait privatiser le service public. D'abord, les gens ne paieraient plus la redevance, ça leur ferait des économies, et en plus, ça serait moins hypocrite. Alors, j'ai vu que cette proposition que j'avais faite il y a plusieurs mois était revenue il y a quelques jours par le miracle d'un meeting d'une patronne de parti politique. J'étais content, elle aussi, elle va être déçue que je ne sois plus sur CNews, parce que pour quelqu'un qui ne fait pas de proposition, je vois qu'on me prend les propositions que je fais. Donc voilà, au moins maintenant, c'est sur la place publique.
Et il faut maintenant passer à autre chose. Et au moins, ça me permet de venir vous voir l'esprit tranquille. Et j'en suis très heureux. Alors, on referme cette petite parenthèse, puis de toute façon, le public va continuer de vous suivre à travers votre livre. Parlons justement de votre livre. Dès le début, il y a cette référence à Balzac, et vous dites je me suis vu Rastignac. Tel le jeune... D'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que vous êtes très provincial maintenant, très provençal. Tel le jeune provincial, le jeune de Rastignac, qui monte à Paris pour faire ses études. Alors lui, c'est un arriviste quand même, absolument, on peut dire. Et ça donnerait quoi aujourd'hui, le jeune Éric Zemmour qui quitte sa banlieue ou sa province pour monter à Paris? Est-ce qu'il retournerait faire ses études, par exemple, à Sciences Po? Ah, vous savez, il faut bien comprendre pourquoi je fais référence d'abord à Rastignac dans le livre, pourquoi j'ai pris comme nom de maison d'édition Rodin-Pré. Parce qu'en fait, moi je suis né une deuxième fois avec la littérature française. C'est-à-dire que quand j'avais 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, j'ai commencé à découvrir les livres, les grands romans français. J'ai découvert Illusion perdue avec Rodin-Pré qui monte, alors là, d'Angoulême, qui monte à Paris et qui se balade dans les rues de Paris, qui essaye de faire son trou dans les salons. Et si vous voulez, je me suis dit, j'étais vraiment un gamin, quoi, j'habitais à l'époque rue Doudoville, vous savez, dans le 18e, je ne sais pas si les gens connaissent ici, c'est les quartiers vraiment très populaires de Paris. J'avais grandi à Drancy quand j'étais petit, à Montreuil, mes grands-parents habitaient à Montreuil. Et je me disais, voilà, c'est ça la vie que je veux avoir. C'est la France, c'est Paris, c'est la littérature, c'est la politique, c'est le journalisme. Vous savez, on a un pays très particulier, on ne le sait plus parce qu'on ne sait pas comment les autres nous regardent. Mais ce mélange de langue, de la langue française, de la beauté de la langue française, de la littérature, des écrivains qui se mêlent toujours de politique, qui font des journalistes, qui écrivent dans les journaux, ça, c'est les livres de Balzac, mais c'est aussi Flaubert, l'éducation sentimentale, c'est aussi Stendhal, etc. Et c'est la France. C'est-à-dire que au XIXe siècle, tous les grands écrivains se mêlent de politique. Lamartine se présente à la présidence de la République en 1848. Victor Hugo veut se présenter à la présidentielle de 52, 4 ans plus tard. Et il ne peut pas le faire parce que justement, entre-temps, Louis-Napoléon Bonaparte fait un coup d'État. C'est pour ça qu'il lui en veut autant. C'est une des raisons pour lesquelles tous les grands écrivains, Chateaubriand est ministre, Tocqueville est ministre. C'est la tradition française. Il y a un lien en France entre le journalisme, la littérature et la politique. C'est comme ça. En fait, paradoxalement, les 40 dernières années, c'est-à-dire l'avènement des technocrates dans la politique et de l'économisme comme clivage central de la vie politique française, c'est une parenthèse. C'est très récent et je pense que c'est une parenthèse qui est en train de se fermer. Donc, vous me posiez la question, comment je serais aujourd'hui? Déjà, je pense que comme je venais d'un quartier populaire, j'aurais eu une mesure de discrimination positive en ma faveur. C'est-à-dire que Sciences Po, j'aurais pas eu besoin de préparer le concours, et ils m'auraient reçu la brasse ouverte en me disant « Vous êtes formidable, vous venez des quartiers. » Et c'est beaucoup mieux que d'être né dans le 8e arrondissement ou le 6e arrondissement. Vous êtes dans le 18e arrondissement, c'est formidable. Vous allez rentrer, venez rentrer chez nous. Moi, j'ai passé mon été, c'était l'été de la canicule de 76, je m'en souviens encore, à travailler, à préparer mes cours d'histoire, de géographie. J'ai passé le concours, je l'ai eu. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur que c'est d'avoir une note magnifique en histoire. Vous êtes récompensé. Beaucoup mieux que toutes les discriminations positives du monde. Je les plains, ces gamins, en vérité. Je les plains parce qu'on se moque d'eux. On les prend pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils font. C'est indigne, c'est irrespectueux. Moi, ça ne me plairait pas à leur place. Vous savez, quand j'ai eu mon diplôme de Sciences Po, 3 ans plus tard, mon grand-père, qui avait été cordonnier en Algérie, s'est acheté une bouteille de champagne. On a fait une petite soirée familiale et personne n'a pu toucher à la bouteille de champagne. C'est-à-dire qu'il l'a bu de la première goutte à la dernière. Et ça m'avait frappé cette image, parce que j'étais un gamin quand j'avais 20 ans. Et lui, il rigolait pas du tout.
il a pris sa bouteille de champagne et personne n'y touchait. Vous imaginez si je n'avais pas fait tout ça dans les règles, etc. Le plaisir, le bonheur suprême eût été radicalement différent. Vous voyez, je pense qu'en fait, on a eu de la chance d'avoir ces conditions exigeantes, cette école à l'ancienne, méritocratique, avec une sélection féroce. Quand on avait, on était vraiment heureux. Et puis quand on n'avait pas, ça m'est arrivé quelques temps plus tard, hein, j'ai été admissible à l'ENA, tout le monde le sait maintenant, tout le monde me rabâche, je n'ai pas eu l'oral. Bon, ben voilà, j'étais déçu pendant des semaines, des mois, des années, mais au moins, c'était à la loyale. Je pense que c'est absolument scandaleux ce que fait Sciences Po aujourd'hui. Là, je suis sérieux, de choisir comme ça, en fait, les étudiants à sa main, parce que vous avez bien compris qu'en fait, ils font ça, ils suppriment le concours écrit, ils font que des oraux, uniquement pour pouvoir choisir les gamins qu'ils veulent avoir à Sciences Po, c'est-à-dire selon des critères sociaux, discrimination positive, en vérité même pas sociaux mais ethniques, mais personne ne le dit, et en même temps idéologiques, c'est-à-dire qu'ils veulent des étudiants qui sont dans leur camp, dans la bien-pensance. C'est indigne. Je pense que l'État aurait dû rejeter ce genre de mesures et aurait dû menacer Sciences Po de leur couper les subventions, parce qu'ils vivent de beaucoup de subventions publiques. Mais ça, bon, voilà, donc aujourd'hui, je vous dis, voilà, c'était pas le même regard. Moi, quand je venais de mon métro Châteauroux, vous savez, je prenais la ligne 4, je ne sais pas si les gens connaissent le métro parisien ici, je prenais la ligne 4 à Châteauroux et on remontait le temps comme ça, et à Châtelet, j'avais l'impression de passer le mur de Berlin. Vous voyez, parce que avant c'était les quartiers populaires, et après c'était la bourgeoisie, donc on arrivait à Cité, Saint-Michel, Odéon, Saint-Germain. Là, on arrivait le chic absolu, on sortait du métro, il y avait le café de fleurs en face, il y avait la librairie, les librairies et tout. Là, le roi n'était pas mon cousin. Alors avançons un petit peu dans le livre, et on va rentrer dans le vif du sujet. On est dans une phase, vous le dites, c'est vous qui le dites, de déconstruction, de destruction de la France. Et d'ailleurs, dès le début du livre, vous faites ce constat, pas un jour ne passe sans que la police soit accusée de violence policière, pas un jour sans que une émission ne décrit par le menu les crimes de la colonisation française. Autant on emporte le vent, cloué au pilori, etc., etc. La liste est longue. Ce phénomène de déconstruction, il est réel, il est présent, vous le constatez, et ça vous inspire... vous savez quand j'ai écrit Le Suicide français, il y a maintenant, je l'ai publié en 2014, donc je l'ai écrit en 2012-2013, donc oui, ça fait quand même presque 10 ans. Quand j'expliquais ça, vous savez, j'avais mon triptyque, je ne sais pas si il y a certains dans la salle qui sont venus me voir à l'époque, et je disais, le triptyque, c'est déconstruction, dérision, destruction. Et on me disait, ah, vous exagérez, vous êtes pessimiste, vous êtes décliniste, vous voyez tout en noir, c'est horrible ce que vous dites, etc. etc. Bon. Et 7 ans plus tard, c'est pas que j'ai eu raison, c'est que je suis dépassé. C'est-à-dire que on est passé au stade de la grande destruction, de la destruction puissance 100. C'est-à-dire que, pour faire une comparaison historique, le suicide français décrivait un phénomène révolutionnaire, c'était un peu le moment 1789, et là, ce que je raconte, entre 2005, parce que je m'étais arrêté en 2005, jusqu'en 2020, donc 2006-2020, c'est une espèce de moment 1793. C'est-à-dire que c'est la terreur. La terreur sans la guillotine, mais la guillotine sèche, la guillotine médiatique, la guillotine judiciaire, la guillotine de la réputation. Ça tire de tous les côtés. Ça menace de tous les côtés, ça insulte de tous les côtés. Le français maintenant, le français moyen, s'entend dire qu'il a un privilège blanc. Vous vous rendez compte de cette expression? Les gens qui ont fait ce pays depuis 1000 ans, qui permettent aux derniers arrivés de vivre généreusement, se font insulter et on leur dit, mais vous avez un privilège blanc. Oui, le privilège d'avoir bossé dans les usines de Zola, oui. Le privilège d'avoir crevé de faim au XVIIe siècle. C'est ça le privilège blanc. Et on vous dit ça. Après, on vous explique que l'homme hétérosexuel blanc est un criminel de guerre.
Voilà, vous êtes un homme hétérosexuel, blanc, mais vous êtes pire qu'Hitler. Moi, j'ai des petites moustaches. C'est anecdotique. Mais vous ne rigolez pas dans la salle, parce que j'en vois beaucoup des hommes hétérosexuels blancs. Sachez que vous allez passer un mauvais quart d'heure. Donc voilà, et si vous voulez, c'est ça notre époque. Notre époque, c'est la guerre menée par des minorités qui veulent abattre, mais abattre, parce qu'ils le disent, abattre d'abord symboliquement, d'abord de réputation, et puis ça finira physiquement. C'est ça qu'il faut se dire. Et donc, moi, je me dis là, ce n'est pas possible, il faut que je raconte ça, c'est la première étape, il faut que je décrypte ça, c'est la deuxième étape, il faut que je dénonce ça, c'est la troisième étape, et la quatrième, c'est, il faut que je dise comment on combat ces gens, comment on combat ce phénomène. Vous voyez, mais il y a toujours une évolution. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut bien expliquer, bien comprendre d'abord, bien expliquer, pour ensuite bien combattre et bien proposer des solutions qui sont en cohérence avec le diagnostic. Et le diagnostic, il est simple, par les déconstructions. Nous avons aujourd'hui des gens qui, au nom de la liberté, au nom de l'antiracisme, au nom du féminisme, au nom d'une conception qu'ils appellent woke. Alors ça, il faut que vous expliquiez ce que c'est woke. Ça, c'est un truc qui nous vient encore des États-Unis. Ça veut dire éveillé. Alors, vous croyez, vous, que ça veut dire pas endormi? Non, pas du tout, vous vous trompez. Ça veut dire éveillé à la douleur des autres, à la souffrance. Vous voyez, quand par exemple, une femme lit Madame Bovary, elle souffre. Vous comprenez? Quand un jeune type noir d'aujourd'hui, du 21e siècle, lit un texte sur l'esclavage 18e siècle, il souffre. Et donc, il faut tenir compte de cette souffrance. Et donc, les autres, ceux qui ont fait souffrir il y a des siècles, eh bien, eux n'ont pas le droit à la parole et doivent mettre un genou à terre. Cette conception délirante, mais délirante, et profondément raciste, en vérité, de l'histoire et de la société, nous ne devons pas y céder. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit les plus hautes autorités, les plus hautes sommités, les plus grands intellectuels, les ministres, dire mais oui, nous allons mettre un genou à terre. Mais oui, nous devons combattre le président de la République lui-même. Nous devons combattre les violences policières. Mais il est président de la République. Il ne sait pas que la police, c'est justement le monopole de la violence légitime. C'est simple à comprendre ça. C'est la police qui a le monopole de la violence légitime. Si la violence policière, c'est un oxymore, c'est-à-dire que c'est deux mots qui sont antithétiques. Ce n'est pas possible. La violence, c'est la police. Évidemment, il faut l'encadrer, il faut respecter des règles, mais on ne peut pas parler de violence policière sans délégitimer la police. Et si on délégitime la police, on délégitime l'État. Et si on délégitime l'État, on délégitime la France. C'est le but du jeu. Il faut bien comprendre que le but du jeu, c'est de délégitimer la France. Et si on délégitime la France, on délégitime le peuple français, qui n'a plus qu'à être remplacé. On entend une vision assez pessimiste des choses et des années à venir. Il peut y avoir des moments, des petits écarts aussi dans la police, ça peut exister. Est-ce que, parce que là vous avez effectivement... C'est pas au président de la République de le dire. Voilà. On a le droit, oui, on a le droit de protester la police, mais c'est pas à lui de le dire. Voilà. Mais ça ne va pas que dans un sens. Quand vous parliez effectivement, l'intégration se fait quand même. Il n'y a pas que... Ça ne va pas que... Pourquoi vous passez à ce je passe à une autre... Alors, vous passez le coq à la mer. Tenez votre ligne, tenez alors, votre ligne. Alors, vous savez, je vais vous dire, on va en parler. Non, on va en parler juste après. Je veux bien qu'on poursuive sur le livre, et on en parlera juste après, parce que... on allait parler là, effectivement, du choc des civilisations. Là, effectivement... vous évoquez cette difficile coexistence des civilisations. C'est là votre propos de dire qu'effectivement on va dans le mur si plusieurs civilisations... Vous savez, pour revenir, comme d'habitude, qu'est-ce qui s'est passé? En 1989, le XXe siècle s'est arrêté. C'est-à-dire qu'avec la chute du mur de Berlin,
l'histoire du XXe siècle qui avait commencé en 1914, tout ce que nous avons vécu jusqu'alors était déterminé par la guerre de 14, la guerre de 1945, puis la guerre froide, puis la chute. Ça, cette histoire du XXe siècle s'est close avec la chute du mur, l'effondrement de l'Union soviétique, et c'était fini. À partir de là, il y a deux thèses qui se sont affrontées pour définir l'avenir. Parce que vous dites que je suis pessimiste, etc. Mais là, on a vu les deux thèses. Dès les années 90, deux grands livres. Un livre, deux Américains, Fukuyama et Huntington. Fukuyama a dit, c'est simple, à partir de maintenant, l'URSS est fini, le communisme est mort, donc le régime libéral sera le régime de tous les pays du monde. C'est leur avenir indépassable pour tous les pays. Il faudra que tous les pays s'accordent pour devenir des démocraties libérales. En gros, un jour, l'Afghanistan sera la Suède. Je caricature, mais c'est ça que ça veut dire. Et puis, vous avez Huntington. Samuel Huntington, grand professeur américain, dit, mais pas du tout. En fait, le conflit entre le communisme et le libéralisme était un conflit occidental, entre deux conceptions de l'Occident, conception plus individualiste, l'autre plus socialiste. Mais à partir de maintenant, puisque le communisme est terminé, puisque le socialisme n'est plus une alternative, il va y avoir des guerres et des conflits et des affrontements et des luttes entre les civilisations. Il définit sommairement les grandes civilisations, la civilisation occidentale, la civilisation chinoise, asiatique, la civilisation musulmane, et il dit les civilisations vont s'affronter pour la domination du monde, puisque l'Occident ne tient plus l'hégémonie sur le monde et ne domine plus le monde. C'est à peu près 4 siècles depuis la Renaissance qui s'achève. Vous voyez, il y a une petite histoire, celle du XXe siècle, qui s'achève dans la grande histoire, celle des 4 siècles depuis la Renaissance au XVIe siècle. Huntington se fait insulter partout, jusqu'à Jacques Chirac qui dit que ses propos sont scandaleux, etc. Qui a eu raison 30 ans plus tard? C'est évidemment Huntington. Évidemment que nous sommes dans une double guerre de civilisation. Exactement celle qu'il avait prévue. La première, c'est entre la Chine et les États-Unis. Entre le monde autour de la Chine et le monde autour des États-Unis. C'est évidemment le nouvel affrontement du XXIe siècle qui va structurer tout le siècle qui vient. Nous avons bien compris, si vous voulez, ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'il y a une puissance impériale descendante et une puissance impériale montante. La puissance impériale descendante ne veut pas descendre, ne veut pas déchoir. Et la puissance impériale montante veut écraser la puissance descendante. Nous avons connu ça, nous étions une de ces deux puissances. Nous avons connu l'affrontement entre Louis XIV et l'Angleterre. Nous étions alors la puissance montante, la puissance qui dominait. Et l'Angleterre nous a donné des coups terribles. Nous étions encore dans l'affrontement entre Napoléon et les Anglais, nous étions encore cet affrontement-là entre deux puissances hégémoniques. La France tentant vainement de reprendre son hégémonie sur l'Europe. Et nous avons connu un autre moment. C'était l'Allemagne. L'Allemagne qui, à partir de son unité en 1870, faite sur le dos de la France, est devenue la nouvelle puissance montante. Avec l'Angleterre qui était la puissance impériale descendante. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu deux guerres mondiales. 14-18, 39-45. Puis nous avons encore eu une bataille entre les États-Unis, nouvelle puissance occidentale, nouvel empire d'Occident, et la Russie, qui était cette nouvelle empire. Et donc la Chine, désormais, s'est substituée à la Russie. C'est le nouvel empire montant. Et donc, il y a un affrontement entre les deux. Alors vous allez me dire, pourquoi il n'y a pas de guerre? Pour une raison limpide. Il n'y a pas de guerre, pour la même raison qu'il n'y a pas eu de guerre entre l'URSS et les États-Unis, parce que depuis, on a découvert la bombe atomique. Et que la bombe atomique fait réfléchir tous les dirigeants. Donc, l'affrontement est général, on se permet tout, la guerre économique, la guerre commerciale, la cyberguerre, les guerres locales, l'Afghanistan, etc. Mais on ne peut plus se permettre, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, parce que ça peut changer, mais une guerre mondiale, une guerre entre les deux géants, parce que là, ça tournerait à l'affrontement atomique. Mais tout est possible. L'affrontement pour Taïwan peut
tourner en une guerre atomique. Ça, c'est la première guerre de civilisation. Et franchement, on ne peut pas dire que Huntington se soit trompé là-dessus. Il avait tout à fait raison. La deuxième guerre de civilisation, c'est évidemment la guerre que mène l'islam à l'Occident chrétien. Et ce n'est pas le même type de guerre. La guerre que mène la Chine à l'Occident, c'est une guerre où la Chine reprend les armes de l'Occident, la science, l'économie de marché, la production économique, le commerce, vous voyez, les armes qui ont fait la puissance de l'Occident pendant le XVIIIe siècle, le XIXe siècle, le XXe siècle, la Chine les reprend à son compte et les retourne contre l'Occident. L'islam, ce n'est pas pareil. L'islam, si vous voulez, compte sur ses armes habituelles, c'est-à-dire la démographie, c'est-à-dire l'invasion de terres chrétiennes, après le pillage, les agressions, si vous voulez, avec un grand ajout, une grande nouveauté, l'argent. C'est-à-dire que, si vous voulez, à partir de 1973, à partir du quadruplement des prix du pétrole, les grandes puissances pétrolières, l'Arabie Saoudite et les autres, ont inondé le monde entier de mosquées, d'enseignements, d'écoles coraniques, etc., etc. Et la conjonction entre l'argent du pétrole et la démographie, il y a plus d'1 milliard de musulmans, au début du XXe siècle, je crois que c'était 100 millions. Il y a eu une explosion démographique. Donc, si vous voulez, ça, c'est la deuxième guerre de civilisation. Et cette guerre de civilisation, elle est sur notre sol. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, sur notre sol en France, et tout le monde le sait, tout le monde le voit, nous avons des enclaves étrangères qui ne respectent plus la loi française, le droit français, les mœurs françaises, la civilisation française. C'est une autre civilisation. Nous avons, je vous parlais de la Chine. Vous allez voir, je vais faire une comparaison. La Chine, dans son grand moment de faiblesse, le XIXe siècle, a subi une offensive de toutes les puissances occidentales. Et les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, toutes ces puissances ont commencé à tailler dans le territoire chinois et à se prendre des territoires. On appelait ça des concessions. Dans ces concessions, il y avait, par exemple, une concession américaine, il y avait des Américains, et les Américains n'étaient jugés que par les Américains. Donc cette partie de la Chine était arrachée à la Chine. Et bien aujourd'hui, en France, nous avons un peu le même système. Nous avons un système de concession. C'est-à-dire que nous avons des territoires qui sont arrachés à la mère patrie, qui sont arrachés à l'autorité de l'État. On les appelle les territoires perdus de la République. C'est une bêtise. Ce sont des territoires perdus de la France. Et des territoires conquis par l'islam. Et ça, c'est une autre forme de guerre de civilisation. Tout le monde, j'imagine, a vu le film Bac Nord qui fait grand bruit aujourd'hui. Quand vous voyez les cités où on ne peut pas rentrer sans montrer patte blanche, sans montrer un passeport, en vérité, avec des gardes, avec des gens qui sont comme des douaniers, et qui ne laissent pas rentrer la police française, la police républicaine. Et que, vous avez vu cette scène dans le film absolument incroyable, où on entend la radio de la voiture de police, du policier qui lui hurle « Ne rentre pas, vous devez faire demi-tour ». Et le caïd de la drogue qui se moque ouvertement, qui méprise et qui insulte le policier, blême de rage parce qu'il ne peut pas faire son travail, c'est exactement la même chose. C'est une concession coloniale et qui est dirigée par les gens qui habitent, qui vivent, enfin, ceux-là même sont dominés par les caïds de la drogue qui sont la vraie milice de ces concessions et de ces places fortes. On est dans un système de places fortes, avec des milices, avec des gens qui subissent cette loi, certaines personnes qui en profitent, parce qu'il y a une sorte de redistribution sociale, mais vous voyez, et donc, cette guerre de civilisation, elle est terrible, parce qu'elle se joue sur notre sol, et elle nous coûte beaucoup,
elle nous coûte beaucoup en argent de la protection sociale, elle nous coûte beaucoup aussi en gens qui sont agressés, qui sont volés, qui sont violés, qui sont tués, en cette drogue qui pourrit des centaines de milliers de jeunes. Vous voyez, tout ça, c'est une guerre qui est menée aussi. Elle n'est pas pareille que la guerre classique avec les 2 grands bataillons, elle n'est pas non plus la même que la guerre entre la Chine et les États-Unis, mais c'est une autre guerre de civilisation et qui avait été très bien décrite par Samuel Eto'o. Alors on voit que cette querelle civilisationnelle, identitaire, c'est pas de l'opportunisme, c'est vraiment un thème qui vous tient à cœur parce que c'est la question principale, je dirais, de la situation. Je pense, vous savez, il faut... ça fait 20 ans que j'écris là-dessus. 20 ans. Je ne peux pas dire que... Vous voyez, il y a 2 sortes de gens. Hein. Il y a des gens qui se contredisent, il y a des gens qui se répètent. Moi, j'ai choisi la catégorie des gens qui se répètent. Donc, je me répète. Oui, non, ce n'est pas de l'opportunisme, c'est une conviction profonde. Et d'ailleurs, je m'amuse un peu en cette période préélectorale parce que j'ai longtemps, d'ailleurs je le raconte dans le livre au début, j'ai longtemps cru que la bataille des idées était suffisante. Et que mon rôle était, en tant que journaliste, écrivain, de diffuser mes idées, de les défendre, avec suffisamment de pugnacité, de talent, de conviction, que j'allais convaincre non seulement les gens qui lisaient mes livres, mais aussi les élites, et en particulier les politiques, pour qu'ils se décident à changer leur conduite et à prendre enfin des mesures qui s'imposaient. Et vous voyez, vous avez lu le livre et vous avez vu, je raconte mes rencontres. On me reproche beaucoup des déjeuners. Ce reproche est grotesque. C'est un style littéraire. Oui, d'abord, c'est un style littéraire, vous avez compris, évidemment. C'est le style du grand maître Victor Hugo dans Chose vue, quand il raconte ses dîners avec Philippe, avec d'autres. Il raconte des scènes exactement comme je fais. Je m'en inspire, évidemment, je ne compte pas arriver à ce niveau-là, mais j'essaye justement d'imiter parce que c'est comme ça qu'on approche, vous voyez, une époque dans sa globalité. Et donc, je croyais, dis-je, pouvoir convaincre. C'est ce que je raconte. À chaque fois en privé, les uns et les autres, qu'ils soient de droite ou de gauche, me disent « mais oui, tu as raison, mais oui, c'est sûr, il faut faire ceci, il faut faire cela ». Et puis en public, jamais rien. Jamais rien depuis 30 ans. Toujours la même chose et toujours la même inanité, toujours la même impuissance. De plus en plus d'impuissance. On parlera, si vous voulez, des chiffres de l'immigration, on parlera des chiffres de la délinquance. Mais, et là je vois, il suffit, permettez-moi d'en sourire, il suffit qu'il y ait une rumeur, une simple rumeur, sur ma candidature à l'élection, pour voir tous les candidats parler comme moi. Je vois que vous non plus, ça vous a pas échappé. Faut dire qu'ils ont des gros sabots. Hein. Parfois, j'ai envie de mettre des guillemets quand ils parlent. J'ai envie de dire, non, ça c'est moi, mettez des guillemets. Bah non. Alors, j'ai le droit à tout. Hein. Les uns parlent de guerre de civilisation, les autres parlent de guerre civile. Il y en a même qui prennent mes citations favorites. Alors, je vois fleurir, la démographie c'est le destin. Alors, j'ai envie de leur donner d'autres, hein. J'en ai d'autres s'ils veulent. J'en ai même un qui a été commissaire européen pendant des années, qui a fait campagne pour l'Europe et qui maintenant découvre que la CEDH est un boulet insupportable. Alors, j'ai découvert une autre qui, avant les vacances, disait non, je ne veux pas, non, je vous en prie, je ne veux pas être confondu avec Éric Zemmour parce que vraiment il est trop méchant. Il est trop radical et je ne voudrais surtout pas être confondu avec lui. Et puis maintenant, j'écoute ses discours, je lis, je me frotte les yeux et alors là, j'ai l'impression de m'entendre. Les mêmes expressions. Il paraît que nous sommes passés d'un enjeu de société à un enjeu de civilisation. Vous avez entendu ça, hein? Bah, ouais, j'ai cru dire ça à un moment. Mais bon, allez, on passe.
c'est pas grave, on ne les fait pas payer, il n'y a pas de copyright, c'est bien, il faut être généreux. Comme disait mon père, il faut mieux faire envie que pousser. Il faut dire que vous avez rencontré des politiques de droite comme de gauche, ça va de Xavier Bertrand, qui vous d'ailleurs, je crois, dans le livre, vous le dites, vous demande un conseil sur l'immigration, jusqu'à Mélenchon, qui veut débattre avec vous, parce que justement, mais justement, ça l'intéresse de débattre avec vous. Vous êtes prophète parce que je vais de nouveau débattre avec Mélenchon bientôt. Alors, certains disent que vous voulez ressusciter le RPR, en tout cas, bon, vous n'êtes toujours pas un homme politique, vous n'êtes toujours pas candidat, vous le serez peut-être. Mais il y a une figure tutélaire dans votre livre, c'est le général de Gaulle. Du début jusqu'à la fin, qu'est-ce qui vous... Ah, vous avez trouvé? Oui, non, mais je pose une question. Et puis il y en a qui ont... Parce que le suicide français, j'avais commencé sur la mort du général de Gaulle. Ça, vous auriez pu dire. Mais là, vous avez trouvé aussi. Il est assez présent. Donc, bon, certes, toujours. Et puis, je le disais, il y a tous ces hommes de droite ou de gauche. Vous parlez aussi de Philippe Séguin dans votre livre, qui était quelqu'un que vous appréciez beaucoup, avec qui vous avez beaucoup discuté. Donc, quand vous dites qu'ils reprennent vos idées, il faut dire que vous leur répondez en général. Vous ne vous contentez pas d'aller déjeuner avec eux, mais vous n'hésitez pas à leur parler. Si vous voulez... Bon, vous avez dit De Gaulle, figure tutélaire. Je m'explique. En fait, il faut bien comprendre que j'ai grandi. Quand j'étais enfant, il y avait le général de Gaulle. Donc évidemment, figure mythique. Ensuite, mon adolescence était sous Pompidou, Giscard. Ensuite, j'étais journaliste politique sous Mitterrand, Chirac. Donc j'ai connu tous ces gens. Pas le général de Gaulle, évidemment. Mais j'ai connu, j'ai côtoyé, j'ai discuté. Et j'avais une pratique journalistique un peu particulière, c'est-à-dire que, je le dis aux journalistes nombreux qui sont là, qui vont hurler, mais je n'avais cure de l'information. Pour moi, l'information n'était pas un sujet. Ce qui m'intéressait, c'était de comprendre l'esprit, l'idée, l'idéologie, j'allais dire l'âme, du politique avec qui je discutais. Et ça me permettait d'ailleurs, même quand je n'avais pas d'information, de deviner l'information. Puisque je savais comment il raisonnait, et donc je comprenais ce qu'il allait faire. En tout cas, j'avais une forte chance de le trouver. Et puis surtout, ça me permettait d'être proche de la patte humaine. C'est-à-dire, vous voyez, je vous ai dit, pour moi, et pour la France, il y a une étroite symbiose en France, dans l'histoire de France, entre la littérature, la politique et le journalisme. Et donc moi, j'ai toujours voulu réunir ces trois-là, en moi et dans les autres. J'ai écrit des romans, vous voyez, de politique fiction, qui avaient des personnages politiques. Donc pour moi, c'est intimement lié. Et donc quand je discutais avec eux, évidemment, on est des êtres humains, donc on s'attachait réciproquement. Et c'est vrai que j'ai eu des relations vraiment affectives avec des gens comme Séguin, comme Pasqua, même comme Jean-Pierre Chevènement. Alors, j'en fais des portraits d'ailleurs un peu aigre-doux. Hein, je dis ce que je pense d'eux et ce que je leur disais d'ailleurs. Hein. J'ai des désaccords avec eux. Ils ne vous ménagent pas non plus. Ils ne me ménagent jamais. Mais vous savez, ils étaient quand même de notre trempe que ceux d'aujourd'hui. Ils étaient d'un autre niveau. Un autre niveau... Décidément, en fait, vous êtes toujours d'accord avec moi. Quoi. Je vous interromps parce que vous étiez impressionné avec enfant, la politique m'apparaissait comme un monde de géants, et lorsque vous faites référence à l'accession au pouvoir de Macron, là, vous dites effectivement le monde de géants de ma jeunesse est devenu un monde de nains. C'est ce que vous dites. C'est même pas, je vais vous dire, c'est même pas Macron. Je ne fais pas allusion spécifiquement à Macron. Les hommes de pouvoir. Macron, c'est encore, si vous voulez, intellectuellement, c'est encore le niveau au-dessus par rapport à beaucoup de la classe politique. Mais enfin, par rapport aux autres, vous savez le mot de Giscard. Un jour, Giscard, peu avant sa mort, rencontre Macron, président. Et Giscard a ce mot absolument délicieux. Il lui dit « Vous auriez mérité de servir un grand président. » C'est ce que je pense de la politique aujourd'hui. Et vous imaginez, Giscard dit ça alors qu'il est un petit par rapport au général de Gaulle. Il y a une espèce de lente descente aux enfers. Si vous voulez, il y a un double problème. À part quelques rares exceptions, comme par exemple Jean-Luc Mélenchon.
il y a un problème de culture. Il y a un problème de niveau culturel, de connaissance de l'histoire de France. Si vous voulez, quand vous lisez, quand vous voyez comment résonne, comment parle le général de Gaulle, et jusqu'à Mitterrand, ça inclut Georges Pompidou et même Valéry Giscard d'Estaing. Je reviendrai sur Giscard si vous voulez. Ces gens-là ont l'histoire de France dans la tête. C'est très important. Parce que quand on a l'histoire de France dans la tête, on ne réagit pas de la même façon. Vous savez, je vous donne 2 anecdotes sur le général de Gaulle, vous allez comprendre ce que je veux dire. Un jour, il reçoit l'ambassadeur des États-Unis et il s'énerve contre lui. Et à un moment, l'ambassadeur des États-Unis conteste ce qu'il dit, etc. Et de Gaulle s'énerve et lui dit, mais ça fait 1000 ans que je vous le dis. Ça, c'est tout. Deuxième anecdote. Quand il fait le fameux voyage au Québec et qu'il dit son fameux discours « Vive le Québec libre ». On l'a oublié aujourd'hui, mais c'est un tohu-bohu diplomatique inouï. Le Canada annule la suite du voyage, le général de Gaulle est obligé de rentrer précipitamment. En France, c'est la bronca générale. Même le Premier ministre Georges Pompidou peste contre le vieux, comme on l'appelle. Et de Gaulle se sent obligé de convoquer ses ministres pour se justifier. C'est un geste incroyable, c'est la seule fois en 10 ans. Et donc il rencontre tous ses ministres et il leur dit cette phrase incroyable. Il leur dit, mais enfin, comprenez, Louis XV les avait abandonnés. Et vous comprenez, c'est ça. Ce type, qui naît en 1890, qui est dans la France de 1867, il pense à corriger l'erreur faite, j'allais dire, par son ancêtre, Louis XV. C'est ça pour moi la politique. C'est-à-dire être tellement imprégné par l'histoire de France que vous voulez la poursuivre et que vous faites tout pour la poursuivre et que vous faites tout pour persévérer cet être absolument magique qui a été façonné par les siècles et qui s'appelle la France. Pour tout vous dire, je n'ai pas l'impression que les politiciens d'aujourd'hui aient cette conception de la politique en tête. Alors parlons un peu d'actualité, je sors un petit peu du livre, mais ce qui s'est passé avec les États-Unis, qui ont raflé le contrat avec l'Australie, 56 milliards qui s'envolent. J'avais envie d'avoir votre réaction là-dessus, parce que c'est une guerre avec la chef. Vraiment, c'est un très bon exemple, et en plus, vous l'accolez très habilement, je vous félicite, à la discussion sur De Gaulle, parce que je pense que De Gaulle aurait goûté, si j'ose dire, cette situation qui ne l'aurait pas étonné, mais qui aurait entraîné chez lui une autre réaction que celle d'Emmanuel Macron. Je m'explique. Je ne sais pas si vous êtes au courant, on avait signé un contrat avec l'Australie, énorme contrat de 50 milliards pour des sous-marins qu'on appelle Barracuda, qui sont des sous-marins qui ne sont pas nucléaires, mais qui sont à la pointe de la technologie. Il faut que vous sachiez, parce que on vous raconte tout le temps que la France est nulle, que la France est la seule au monde, avec les États-Unis, à maîtriser entièrement toutes les pièces de ce genre d'engin. C'est absolument extraordinaire. Et vous êtes à Toulon, vous savez ce que c'est que l'industrie maritime, il y avait Naval Group, etc. Et vraiment, il faut comprendre que c'est un exploit français de faire ce genre de bateau qui est un modèle et une merveille de raffinement technologique. Pourquoi les Australiens nous ont achetés? Pas parce qu'ils nous aimaient bien, ils nous détestent. Ils nous détestent d'abord parce que c'est des anglo-saxons et qu'en plus, ils ne supportent pas la présence de la France dans leur barrage. Vous savez qu'on a la Nouvelle-Calédonie, on a la Polynésie. C'est immense tout ça. La Polynésie, c'est aussi grand que le continent européen. Et il faut bien comprendre que la terre en elle-même n'est pas aussi importante que la mer autour. Toute la zone économique exclusive, comme on appelle ça, et qui nous appartient, et qui fait de nous le deuxième, voire le premier domaine maritime du monde. Et avec ce qu'il y a sous la mer, toutes les richesses qu'il y a sous la mer, vous imaginez le pactole pour la France. C'est inespéré et c'est inestimable. Et donc il faut le défendre mordicus. Donc les Australiens nous achètent ces bateaux parce qu'ils se disent, les Français sont tellement ploucs
qu'ils vont en plus nous transmettre la technologie. Sauf que, manque de bol, pour une fois, les Français ne sont pas aussi bébêtes que d'habitude, et ils ne donnent pas la technologie. Donc les Australiens l'ont mauvaise. Et là-dessus, les Américains viennent les voir en leur disant « Bon alors écoutez là, on est tous des anglo-saxons, on a ce qu'ils appellent les 5 A's, les 5 lieux, c'est ça qu'on dit, c'est-à-dire qu'il se passe toutes les informations les plus secrètes entre anglo-saxons, c'est-à-dire américains, anglais, australiens, néo-zélandais. Et les Américains viennent les voir et leur disent « Voilà, nous, on veut faire une alliance de tous les pays contre la Chine. » C'est la vieille méthode, je vous parlais du passé tout à l'heure, des puissances maritimes. Les puissances maritimes font tout le temps ça, elles ne se battent pas elles-mêmes. Les Anglais ne se battaient pas eux-mêmes contre Napoléon. Ils payaient les armées autrichiennes, les armées prussiennes, les armées russes, ils les payaient pour qu'ils se battent contre Napoléon. Et Napoléon les battait, et puis à la fin ils perdaient. C'est ça l'histoire des puissances maritimes. Les Américains veulent faire la même chose. Ils veulent payer les Australiens, les Japonais, vous voyez, les Taïwanais, tous ceux qui sont autour de la Chine, pour qu'ils se battent un jour avec la Chine. Voilà. Et donc ils sont allés voir les Australiens et leur ont dit « Allez, laissez tomber les Français là, et venez avec nous. » Et les Australiens ont dit oui. Les Australiens n'ont que faire de la France et d'Emmanuel Macron. L'important, c'est d'être avec les États-Unis. Et c'est une grande leçon pour nous. Une leçon énorme. J'allais dire plusieurs leçons dans la leçon. Je m'explique. D'abord, ça nous fait comprendre, enfin, c'est pour ça que je vous parlais du général de Gaulle tout à l'heure, que les États-Unis ne sont pas nos amis, en dépit de ce que racontent la presse, les médias, les intellectuels depuis 50 ans. Les Américains ne sont pas nos amis. Ils sont, à la limite, nos protecteurs. Ils sont nos tyrans. Ils nous imposent une soumission absolue. Et si on ne se soumet pas, ils nous jettent comme une vieille chaussette. C'est exactement ce qu'ils ont fait là. Ils n'ont aucune considération pour nous et aucune considération pour notre alliance. Il faut bien comprendre cela, et c'est pour ça que le général de Gaulle avait quitté le commandement militaire intégré. Et c'est pour ça que, je l'explique dans le livre, pour moi, une des principales fautes de Nicolas Sarkozy, c'est de l'avoir réintégré. Parce que ça nous a remis en position de soumission des États-Unis. Les États-Unis ne considèrent pas qu'ils ont des alliés. Ils n'ont que des subalternes. Il faut bien le comprendre. Deuxième leçon, tout le monde a compris évidemment que cette zone pacifique était la nouvelle zone de centre du monde. Vous savez, c'est toute la théorie de Fernand Braudel, le grand historien que je lisais justement quand j'étais à Sciences Po, et qui expliquait, qui a inventé cette notion d'économie monde. C'est-à-dire qu'il disait, voilà, il y a toujours à une époque le centre de l'économie monde, et autour, il y a des cercles concentriques de plus en plus éloignés. Et plus vous êtes éloigné, plus vous êtes pauvre. Plus vous êtes éloigné, plus vous êtes faible. Et plus vous êtes dans le cœur, plus vous êtes fort. Au XVIIe siècle, le cœur, c'est Amsterdam. Au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, c'est Londres. Au XXe siècle, c'est New York. Et au XXIe siècle, évidemment, c'est Shanghai. Et c'est la Chine. Aujourd'hui, nous sommes donc dans le centre de l'économie monde, il est là. Donc il faut être le plus près de ce centre de l'économie monde. Et nous, on a du bol. On a la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. Ça ne plaît pas du tout à tous les anglo-saxons, aux Australiens, etc. Donc il faut bien comprendre que les Américains et les Australiens et les Néo-Zélandais vont tout faire pour nous dégager de là. Et on voit là, on comprend mieux ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, avec ses référendums à répétition pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, que font complaisamment les gouvernements français, c'est une folie. C'est-à-dire qu'un jour, il va y avoir une majorité de Néo-Calédoniens qui vont voter pour l'indépendance. Parce qu'on a tout fait pour cela. Les gouvernements français ont empêché que les gens qui viennent de la métropole soient comptabilisés depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Alors que les Kanaks, eux, peuvent voter tous librement. Donc, nos gouvernements sont des traîtres qui sont en train d'abandonner un acte majeur dans cette région. Troisième leçon. Et là, je suis sûr que le public ici va comprendre ce que je dis aux journalistes ici présents.
Vous avez voulu Biden, vous l'avez eu. Toutes les élites françaises ont voulu Biden, lui ont embrassé les mains, et bien maintenant vous l'avez. Mais je ne dirais pas par politesse où. C'est une grande leçon. Vous avez vu, dans le livre, je raconte l'adoration des élites pour Obama, vous vous souvenez? Et je dis, les Français sont incorrigibles, ils adorent toujours les présidents démocrates, que ce soit Wilson pendant la Première Guerre mondiale, Roosevelt pendant la Seconde, Obama aujourd'hui, et pourtant ce sont toujours les présidents démocrates qui détestent le plus la France et qui font des coups les plus pourris à la France. Wilson a sauvé l'Allemagne en 18, Roosevelt a considéré De Gaulle comme un dictateur fou et a tout fait pour le marginaliser. Obama a méprisé la France, ne connaissant que Madame Merkel et l'Allemagne. Et aujourd'hui, rebelote, on recommence avec Biden, qui, là, a fait subir à la France de Macron un camouflet vraiment d'une importance majeure. D'ailleurs, Macron a mis du temps à le comprendre, parce qu'au début, comme mesure de rétorsion, il s'est contenté de renoncer à un cocktail à l'ambassade des États-Unis, c'était grotesque. C'est ça, on nous prie de 50 milliards et vous n'aurez pas mes petits fours. En revanche, là, il commence à comprendre puisqu'il a convoqué les ambassadeurs des pays, etc. Mais vous savez, tout à l'heure, on parlait de la classe politique aujourd'hui. Je suis très marqué par une chose. J'ai entendu Valérie Pécresse réagir à cette histoire. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Ah, c'est une grande perte commerciale et économique. » Factuellement, elle a tout à fait raison. C'est une énorme perte, 50 milliards, des contrats en voiture, voilà. Ça veut dire que Naval Group va devoir licencier. C'est une catastrophe économique et sociale. Mais vous comprenez bien, après ce que j'ai dit, que ce n'est pas que ça. C'est bien plus important que cela. C'est vraiment toute notre conception géostratégique qui en est remise en question. C'est-à-dire que je pense que le général de Gaulle, par mesure de rétorsion, aurait très bien pu faire des actions communes, des manœuvres navales, par exemple, avec la Russie, pour bien montrer son indépendance et qu'il ne dépendait pas, qu'il ne se soumettait pas au bon vouloir américain, surtout quand il était aussi méprisant et aussi vraiment hostile. Parce que c'est un acte d'hostilité, c'est un acte de guerre commerciale. C'est vraiment la preuve que les Américains ne veulent pas entendre parler de la France. Alors que la France dans la région compte, ils veulent vraiment la marginaliser. Et ça, on comprend mieux les vieilles histoires. Je vous disais la Nouvelle-Calédonie, mais on pourrait remonter à plus loin. Souvenez-vous le Rainbow Warrior. Souvenez-vous la reprise des essais atomiques par Chirac en 1995. À chaque fois, l'Australie étant aux premières loges. C'est une affaire de longue haleine. On veut virer la France de cette région au moment où elle devient le centre de l'économie. Et je pense que ça doit vraiment nous interroger sur nos alliances. En vérité, nos alliances sont désuètes. En vérité, l'OTAN aurait dû être supprimée à partir du moment où le mur de Berlin est tombé, où l'Union soviétique s'est effondrée, où le pacte de Varsovie ayant été liquidé, l'OTAN n'avait plus de raison d'être. Ah, mais on a déjà fait une heure. On n'a pas fait une heure, mais comment on a démarré en retard? Alors, juste, je vous disais dans la coulisse, effectivement, bon, ce n'est pas un livre-programme, effectivement, contrairement à ce que certains ont pu le penser, mais c'est un livre de réflexion. C'est un livre de réflexion, et ces réflexions, vous avez envie de les pousser plus loin, d'ailleurs. En recevant certains invités, certains m'ont dit d'ailleurs, j'ai été invité par Éric Zemmour, je ne dirais pas qui, dans son émission, et je ne suis pas allé. Je suis pas allé, j'ai eu peur de tomber dans un piège. Alors,
cette réflexion, vous allez la continuer, la poursuivre. Bon, plus à la télé, mais à travers des rencontres avec le public, avec votre livre. Vous n'avez pas peur, effectivement, qu'on refuse je ne vais pas dire vous affronter dans des discussions, parce qu'effectivement, vous allez plus loin, peut-être, que ce qu'on a l'habitude d'entendre. C'est marrant quand vous avez dit ça, parce que quel piège. Je veux dire, tous les gens ici ont regardé l'émission, ont regardé les débats, il n'y avait aucun piège. Les interlocuteurs avaient autant de temps de parole que moi. Christine était d'une courtoisie absolument exemplaire. Même, elle était tellement... Vous avez raison, elle le mérite. Et elle était même vraiment très gentille avec les invités. D'ailleurs, certains le savaient et n'hésitaient pas à revenir. Je pense que c'est un prétexte parce qu'ils ne voulaient pas m'affronter ou pour des raisons diverses et variées. Maintenant, moi je ne demande que ça, je me demande le débat. Vous savez, je suis candidat au débat. Vraiment, et là je vous ai dit... Au débat, attention. Et d'ailleurs, je vous ai dit, la semaine prochaine, je vais affronter Jean-Luc Mélenchon, et j'en suis ravi. C'est la démocratie. La démocratie, qu'est-ce que c'est? C'est la confrontation des idées. La confrontation des idées, ça se faisait dans la Grèce antique, dans l'Agora, ça se faisait au XVIIIe siècle, dans les salons parisiens au Procope, ou chez Madame du Défend. Au XIXe siècle, ça se faisait dans des cours d'école, et au XXe siècle, ça se fait à la télévision. C'est comme ça, c'est l'évolution technique. Mais le principe démocratique ne change pas. Le principe démocratique, c'est échanger librement des idées. Le reste, c'est pas un piège, c'est pas du cirque, c'est pas la boxe. Non, c'est la confrontation loyale des idées. Moi, je ne connais pas d'autres règles de la démocratie. Alors, dans l'assistance, c'est encore une question, puis peut-être qu'on passera le micro plus vite. Dans l'assistance, je vois presque autant de femmes que d'hommes, et un journal, je crois que Elle a titré Éric Zemmour, l'homme qui n'aimait pas les femmes. Alors, parce que vous avez merci, mesdames. Parce que vous avez dit à la télé, il faut rappeler que c'est pas le rôle de l'homme, par exemple, de s'occuper des enfants. Est-ce que c'est une question rétrograde? Non. Vous savez, j'ai écrit un livre il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Et on me le ressort encore. Très bien. Moi, vous savez, si vous me connaissez, j'assume mes opinions, j'assume mes idées. C'est pas le problème. Mais on les caricature volontairement. Les journalistes du journal Elle se croient des journalistes, en fait, elles sont des militantes. Elles sont les militantes d'un féminisme indifférencié, c'est-à-dire qu'ils veulent non pas l'égalité entre les hommes et les femmes, non. Ils veulent l'indifférenciation des rôles. Et, entre parenthèses, ça ne les empêche pas de vivre de la publicité de marques de luxe qui exaltent justement la féminité et la beauté de la femme qu'elles conspuent et qu'elles dénigrent dans leurs articles. Je laisse ces dames à leur contradiction. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai tout simplement dénoncé il y a 15 ans un phénomène qui aujourd'hui est évident pour tout le monde. Je vous dirai après encore qui me cite. C'est une féminisation de la société. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a, et c'est les féministes elles-mêmes qui le revendiquent, des valeurs masculines qu'elles dénoncent, la force, l'autorité, la guerre, la hiérarchie, la production. Vous savez, c'est la phrase de Sandrine Rousseau, je préfère une sorcière qui jette des sorts à un homme qui fabrique une centrale nucléaire. Ça, vous voyez, la centrale nucléaire, c'est viril. Jeter des sorts, c'est féminin, selon les féministes elles-mêmes. Et donc, il y a des valeurs féminines. On pourrait dire la paix, le consensus, la douceur, etc. Et je dis simplement que quand une société est dominée par les valeurs féminines, ça bouleverse la société, ça bouleverse la hiérarchie, ça corrode l'autorité, ça corrode la hiérarchie. Et je n'ai rien dit de très original. En vérité, tout le monde dit que nous vivons dans une société horizontale et non pas verticale.
qu'il y a des problèmes d'autorité, que dans les familles, les enfants sont rois, etc. C'est simplement l'hégémonie des valeurs féminines. Et de ce diagnostic-là, que j'essaye justement de contenir en disant ça affaiblit la société, il faut un rééquilibrage. On est là à m'expliquer que je n'aime pas les femmes, que je les méprise, que je les déteste, que je veux les renvoyer au fourneau, que sais-je encore. C'est des billevesées de gens qui ne savent pas me lire ou qui font exprès de ne pas savoir me lire. Maintenant, je vais vous dire une dernière chose. Le paradoxe, c'est que qui menace aujourd'hui sérieusement, non pas dans les chimères de quelques féministes excités, qui menace vraiment les femmes? Qui les menace dans les transports en commun? Qui les agresse dans la rue? Qui les vole? Qui les viole? Qui les tue parfois? On sait tout ça. On sait exactement qui sont les coupables à 80-90%. Et c'est moi qu'on accuse, alors que moi je suis le seul, en vérité, à protester, à me battre contre cette invasion migratoire qui menace la vie des femmes, contre ces sociétés islamisées. Contre ces sociétés islamisées, je parlais de concessions tout à l'heure, où les femmes ne peuvent pas sortir en jupe sans se faire cracher dessus, où elles doivent porter des vêtements informes, qu'on ne sait pas, des voiles qui doivent dissimuler leur visage, pour pouvoir sortir dehors. Et quand elles ne sont pas autorisées à venir dans des lieux publics, dans les cafés, etc. Et ça, alors ça, quand je dis ça, quand je combats ça, les féministes, qu'est-ce qu'elles font? Elles m'insultent, elles me traitent de raciste, elles disent que ce n'est pas vrai, elles disent que tout ça, ce sont des mensonges. Ce sont elles qui, en vérité, menacent les femmes. C'est leur alliance qu'elles vantent sous le terme, vous savez, de conjonction des extrêmes, de conjonction des contraires, d'alliance entre le féminisme et l'antiracisme et le fameux islamo-gauchisme. C'est cet islamo-gauchisme dont les féministes sont si friandes qui menace les femmes. Et moi, on veut me faire passer pour l'ennemi des femmes, alors que je suis maintenant le premier défenseur des femmes. Avant de passer au micro, ce livre va vivre sa vie, et il est sorti hier, et je suis très heureux de vous recevoir à Toulon. Encore merci d'avoir choisi... Vous êtes le premier. Merci de nous avoir choisi. Merci. À l'issue de cette tournée, le public aura le choix, soit de vous retrouver peut-être à la télévision, certainement. Moi, je suis invité, hein, vous savez, ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup d'invitations médiatiques pour mon livre. Hein. Je n'en doute pas. Je le disais, soit de vous retrouver à la télévision, en tous les cas, dans votre tournée. On va, parce que ça fait bien 1 heure qu'on parle, je pense maintenant, et on avait promis de passer le micro. Je crois que, voilà, le micro va passer. S'il y a des questions du public, regardez madame, ici devant, je vois que madame, s'il vous plaît. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je voudrais dire en préambule que votre livre, je l'ai adoré de A à Z. Vous l'avez déjà lu? Déjà. Bravo. C'est vous êtes. Merci. Et je voudrais vous poser une question sur l'Europe. Ce gros problème, ce boulet qu'est l'Europe. Avec notre copine, comme vous l'appelez souvent, Madame von der Leyen. Verstager, mais que copine. Voilà. Quelle serait pour vous la solution? Alors, vous avez, non, c'est pas facile, c'est une question vaste, mais je vais essayer d'être le plus synthétique possible. On a parlé tout à l'heure de l'affaire australienne et de ce contrat qui nous est passé sous le nez. Vous aurez remarqué que dans ce genre d'affrontement, dans ce genre de guerre commerciale, l'Europe ne sert à rien. Ce n'est pas parce que la France appartenait à l'Europe qu'elle a été mieux respectée par les Américains, par les Australiens, et ce n'est pas parce que, contrairement à ce que nous disent les médias depuis des années, parce que l'Angleterre ne fait pas partie de l'Europe, qu'elle n'est pas quand même partie intégrante des fameux Fall Ace dont je parlais tout à l'heure. Donc l'Europe ne sert à rien. En plus, c'est souvent un boulet.
C'est-à-dire que c'est un boulet à nos pieds pour Schengen, c'est un boulet à nos pieds quand elles accumulent les négociations commerciales de libre-échange qui concurrencent nos agriculteurs et autres. C'est un boulet quand elle veut répartir les migrants alors qu'on voudrait justement n'en recevoir aucun. Donc on a un vrai problème. L'ennui, c'est que nous avons d'abord des intérêts en Europe, il ne faut pas le cacher. Nous avons en plus des élites qui sont très européistes. Nous avons, vous savez, des élites, j'ai l'habitude de dire, qui ont le syndrome Victor Hugo. C'est-à-dire, il y a cette fameuse phrase, vous savez, de Victor Hugo, qui aimait partir comme ça en utopie brillantissime et poétique, et qui disait, bientôt, entre les Anglais, les Allemands, les Russes, les Français, il n'y aura plus de guerre, et ils seront tous comme des Auvergnats, des Bretons, des Corses, etc. Bref, nous serons une seule nation. C'est le grand mythe de nos élites, et en particulier d'Emmanuel Macron, qui veut toujours que la France soit le meilleur élève de l'Europe. En vérité, le plus souvent, ça nous coûte plus que ça nous rapporte. Moi, je pense qu'il faut arrêter avec les querelles byzantines, avec les querelles existentielles. Si jamais nous commençons à débattre du Frexit, de la sortie de la zone euro, on va diviser notre camp, nos amis. Vous savez, j'ai coutume de dire, apparemment vous me lisez et vous me regardez à la télévision, qu'il y a un bloc de 70% qui est d'accord avec mes idées, qui est d'accord avec nos idées, qui pense effectivement que nous avons un grave problème avec l'invasion migratoire et l'islam. Si jamais nous commençons à parler d'Europe, si nous commençons à nous questionner sur le Brexit, sur l'euro, nous allons diviser ce camp. Et nous ne devons pas nous diviser. Donc, nous devons... Merci. Donc, nous devons faire avec l'Europe telle qu'elle est, mais nous ne devons plus vouloir être les bons élèves de l'Europe. Nous ne devons plus appliquer les normes environnementales et vouloir toujours être les meilleurs. Les Allemands n'embêtent pas leurs agriculteurs comme nous les faisons. Les Hollandais ne les embêtent pas comme nous le faisons avec des normes environnementales les plus pointilleuses possibles. Et le résultat, c'est que nous étions le premier pays exportateur de produits agricoles en Europe, nous sommes devenus le troisième derrière les Allemands et les Hollandais. Et tout est comme ça, dans l'industrie c'est la même chose. Nous devons cesser d'être le meilleur élève de l'Europe. Deuxièmement, nous devons pouvoir affronter les institutions européennes. Vous savez, vous vous souvenez, il y avait Nicolas Sarkozy dans sa campagne de 2012, dans son fameux discours de Villepinte, il avait très bien expliqué ce qu'on devait faire. Il avait dit, pour Schengen, il avait dit voilà, Schengen ça ne va pas, je donne 6 mois à la Commission européenne pour le réformer, sinon j'applique des mesures nationales et autonomes. Pareil pour la politique industrielle, j'en ai assez que le dogme de la concurrence empiète sur notre liberté industrielle et nous empêche de défendre nos industries. À la Commission de changer cela, sinon je prends des mesures autonomes et nationales. C'est ça qu'il faut faire. Il faut arriver et dire voilà, on ne veut plus de migrants. On ne veut plus rentrer dans votre système de répartition. Les Danois le font. Les Danois ont négocié une clause de sortie. Une clause qui permet que la Commission ne leur donne pas d'ordre sur les sujets qu'ils ont choisis. En particulier l'immigration. Nous devons les imiter. Et puis, j'ai taquiné M. Barnier tout à l'heure, oui, nous devons cesser de nous soumettre au dogme de la CEDH et de la Cour de justice européenne. Vous savez, nous n'avons pas attendu la Cour européenne des droits de l'homme pour être le pays des droits de l'homme. Nous avons vécu en démocratie avant la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme n'a pas à nous dicter notre comportement. Sous le général de Gaulle, on n'avait pas ratifié la Convention de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est Alain Poher, aujourd'hui oublié, président par intérim, qui a osé ratifier la Convention de la Cour européenne en douce, alors qu'il n'avait aucune légitimité pour le faire. Et c'est François Mitterrand qui a autorisé la saisine individuelle de la Cour européenne des droits de l'homme.
Nous pouvons très bien vivre sans. Cette Cour qui est chargée, qui est composée de juges européens qui vivent en vérité, qui subissent et qui se soumettent à l'agenda des minorités que je dénonçais tout à l'heure, et de tous les lobbies du monde entier, en particulier venus des États-Unis, comme ceux de George Soros, etc. Nous n'avons pas à subir la loi de ces gens-là. Notre loi, c'est le peuple français qui la détermine. Donc si nous décidons, par exemple, d'arrêter, de bloquer, de supprimer le regroupement familial, ce n'est pas à la Cour européenne des droits de l'homme et à son fameux article 8 de nous dire que nous ne pouvons pas le faire. Si nous ne pouvons pas le faire, nous sortons de l'article 8. Si cela ne suffit pas, nous sortons de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, il y a d'autres questions? Oui. Bonsoir, monsieur Zemmour. Bonsoir. Donc, vous l'avez dit, il y a 228 ans, à peu près jour pour jour, un jeune capitaine se voyait confier une brigade d'artillerie. Il faisait sa grande entrée militaire dans l'histoire de France à coups de canon. Vous avez depuis longtemps fait la vôtre par les mots, ou un coup de mots, et vous parlez de renaissance pour ce pays. Vous avez même fait votre entrée par les lettres, et vous n'avez jamais détaché la lettre de l'esprit. Or, on sait depuis le christianisme, qui a fait ce pays en partie, qu'il n'est de renaissance qui ne soit de l'esprit, ni de la lettre. Alors, je voulais vous demander, que serait la renaissance de la France sans être chrétienne? Vous savez, je suis un des rares dans l'espace public à défendre justement plus que les racines chrétiennes de la France. Je pense effectivement qu'il n'y a pas de France sans le christianisme. Michelet qui est vraiment pas un historien chrétien et qui est l'historien de la Révolution, disait « La France est la conquête de l'Église ». Il n'y a pas évidemment de France sans christianisme. C'est une évidence qui est niée pourtant aujourd'hui, mais peu importe. Pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, parce qu'il y a aussi les fameuses vertus chrétiennes devenues folles, vous savez, et qui nous poussent toujours vers plus de sentimentalisme, et ce sentimentalisme qui nous affaiblit jusqu'à l'épuisement. Mais je comprends bien votre question. Si vous voulez, ce n'est pas de mon ressort. Moi, j'essaye d'analyser une situation, j'essaye de comprendre les enjeux le mieux possible, de préconiser des solutions. J'ai des tas de solutions à vous proposer. Je sais comment essayer de se battre pour éviter et le déclin économique, le déclin stratégique, on en a parlé tout à l'heure, et la mort carrément de notre civilisation par la submersion migratoire et le fameux grand remplacement qui, comme chacun sait, n'existe pas. Mais ça, oui, je sais en parler, je sais me battre, et je pense pouvoir inoculer au peuple français ma volonté, et cette volonté de se battre et de perpétuer son être. Et comme je le disais tout à l'heure, cette grandiose civilisation qu'est la civilisation française dans le cadre de la non moins grandiose civilisation européenne. Ça, oui. Maintenant, l'esprit, vous avez raison, on ne fera rien sans esprit, on ne fera rien sans spiritualité. Mais est-ce que c'est le ressort de nous, pauvres humains? C'est pas simple. Moi, je pense qu'il faut d'abord défendre cette civilisation, la sauver de sa faiblesse, la sauver de ses contradictions, la sauver de sa fascination pour la soumission. Et ensuite, je vous assure qu'on pourra passer à l'étape suivante. Une dernière question rapide, si on peut passer le micro. Vous avez mal levé, regardez derrière vous là-bas, regardez. Un peu plus haut, allez, un peu plus haut. Et après on passera à la dédicace parce qu'il est déjà 21h. Allez-y, je vous en prie. Ça y est. Merci. Je voudrais vous dire d'abord mon admiration, M. Zemmour. Merci, cher monsieur. Je n'ai
jamais autant appris en un an avec vous sur la France et sur la politique qu'en 10 ans de militantisme. Et je ne suis pas venu ce soir pour vous jeter des fleurs. Je suis venu pour vous dire une chose qui me tient à cœur. Si un jour vous êtes candidat, moi je serai avec vous et je voterai pour vous s'il y a 3 points clés dans le programme. Parce que le programme c'est essentiel. Ah, vous donnez déjà vos conditions. Premier point. L'instauration d'un référendum moratoire sur l'immigration, je pense que tout le monde est d'accord. Deuxième point, je vais aller vite. Il y a une chose dont personne ne parle, et c'est ce qui me fait douter de la pertinence des hommes politiques et des journalistes. Si l'on veut restaurer l'autorité de l'État, si l'on veut se donner les moyens de gouverner, parce que c'est ça, gouverner, il faut se donner les moyens. Si l'on ne veut pas retomber dans les turpitudes des grèves à répétition, de la prise en otage des usagers, du blocage du pays, il faut une loi qui instaure l'encadrement du droit de grève dans le service public, dans les transports publics. Ces grèves, c'est une épée de Damoclès qui fait que les gouvernements ne font plus de réformes. À mon avis, ces grèves politiques de syndicats politisés n'ont plus lieu d'être dans un pays moderne. Ça, pour moi, c'est capital. La troisième et dernière chose, c'est qu'il faut revenir à une politique d'assimilation. Si les étrangers refusent l'assimilation, c'est leur droit. Mais ils ont toute l'attitude alors pour quitter le pays. Les religions relèvent en France du droit privé. Donc ça implique pour moi l'interdiction de tous les signes religieux ostentatoires. Donc le voile comme la djellaba, ça devrait être, à mon avis, interdit si l'on veut que la France redevienne la France. Voilà les 3 points qui entraîneront mon adhésion et mon vote. Bon, bah alors, je vous remercie. Vous allez être obligé de voter pour moi, alors, Max. Alors, on sera d'accord sur le premier point, même si je n'aime pas le mot moratoire, parce que moratoire, ça veut dire qu'on bloque momentanément. Il ne faut pas bloquer momentanément, il faut bloquer définitivement. Et le troisième point, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est l'assimilation ou le départ. Comme ça a existé pendant 150 ans. Toutes les vagues d'immigration ont été réglées par cette règle même. C'est-à-dire que l'assimilation, c'est devenir français, ou alors on reste étranger, et à la fin, puisqu'on n'a plus de carte de séjour, on est renvoyé chez soi. C'est tout à fait légitime. Maintenant, pour le deuxième point, je vous signale que cette règle que vous réclamez existe déjà, puisqu'elle a été établie par Nicolas Sarkozy. Et vous avez vu que c'est pas vraiment efficace. Donc il faudra sans doute trouver un autre moyen, mais on trouvera. Voilà, je vous remercie. Merci Eric Thénault. Merci à vous d'avoir répondu à la question. Merci. Et je vous invite. Merci. Merci à vous. Je vous invite à tous ceux qui ont un livre, je le dédicacerai volontiers. Je ne sais pas où vous passez à côté, mais en tout cas, je suis à votre disposition et au moins on aura le temps de se voir de plus près. Parce que comme je suis myope, je ne vous ai pas bien vu dans le noir. À tout de suite. Excusez-moi, s'il vous plaît. Non mais ici, on va